Mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial. Nous voulons savoir plus, nous voulons entrer en profondeur. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait dans les secteurs des routes, combien des routes sont réhabilitées, avec quels moyens, pour quelle finalité. C'est donc les buts de cette émission qui nous permet de faire un focus sur le FONER. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le directeur général de cette institution de l'État, M. Pierre Boundouki. Bonjour. Bonjour, M. Kalinga. Merci d'accepter cette invitation. Sinon, à moi de vous remercier et de m'avoir sur ce plateau spécial. Ça n'a pas été facile de vous mettre un peu comme ça sur un plateau et de discuter. Vous savez bien que c'est un problème d'agenda entre vous et moi. Merci. Alors, pour en parler, j'ai eu recours à des intelligences pointues, des journalistes de qualité, d'ailleurs, sur la place publique. Il y a en tout cas les meilleurs. Nous avons Israël Moutala, que je salue. Bonjour Israël. Bonjour M. Willy. Israël, vous êtes directeur général de 7 sur 7, journaliste talentueux dans le domaine de l'économie et des finances. Vous êtes aussi président des médias en ligne. C'est ça. Voilà, merci donc d'être là et d'avoir accepté cette discussion avec le directeur général du FONER. Celui-là, c'est Jean-Marie Kassamba, qu'on ne présente plus, figure tutélaire de l'espace audiovisuel congolais. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Télé 50 et par vos fonctions politiques, vous êtes le président de l'UNPC section Kinshasa. Mais nous ne parlons pas de l'UNPC aujourd'hui. Vous êtes aussi intéressé par le développement du pays et c'est pour ça que vous avez accepté de venir parler du FONER. Nous parlons de Chungu, on l'appelle Chungu, pas Papa Oyemba, mais en tout cas il s'appelle Chungu. Il est directeur général des Duc TV, mais il est aussi en même temps un des grands responsables du lieu qui nous reçoit aujourd'hui à Zoom Echo. Merci d'être là, Chungu. Merci à vous. Directeur général, voilà le panel des journalistes qui vont discuter avec vous. C'est une discussion, nous avons des questions, vous avez des réponses. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec un parterre de cadres du FONER que je salue en passant. Je vais peut-être les saluer encore davantage vers la fin. Merci d'être là. C'est la troisième fois que je vous remercie. Alors, la question clé que je vous pose est celle-ci. Êtes-vous bien dans vos bottes de directeur général du FONER aujourd'hui en 2024? Je confirme, je suis bien dans mes bottes, sinon je ne serais pas là, M. Willy. Très bien. Alors c'est quoi le FONER? Parce que pour ceux qui nous suivent, ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. C'est quoi le FONER? Quelles sont les missions que le gouvernement de la République a confiées au FONER, que le président de la République, en vous nommant à ce poste, attendait de vous? Qu'est-ce qu'il attendait de vous? Merci, M. Kalinga, pour la parole. Je veux commencer par présenter le FONER dans son ensemble, c'est-à-dire définir son cadre légal. Merci. Ses missions, les ressources qu'il gère et ses mécanismes d'intervention. Le FONER est un établissement public créé par une loi générale, enfin, qui est régi par la loi générale sur les établissements publics, je pense la loi 008/09, le 7 juillet 2008 portant mesures générales d'application pour les établissements publics. Ensuite, il y a deux texte particulier qui concerne le FONER, c'est la loi 008/06, toujours du 7 juillet, portant création d'un fonds national d'entretien routier. Parce qu'il y a d'abord un fonds qui est créé, qui est différent du FONER établissement public. Le fonds prévoit les ressources du FONER, ses mécanismes d'intervention, et ensuite demande au gouvernement de créer un établissement public chargé de gérer ce fonds. C'est ainsi que par le décret 08/27 du 24 décembre 2008, le Premier ministre a mis en place, a créé le Fonds national d'entretien routier, qui est l'établissement public chargé de la gestion du Fonds national d'entretien routier. Bon, il y a plusieurs textes réglementaires qui régissent. On peut faire la confusion entre les deux, hein? Non, il ne faut pas faire. Il y a un fonds qui est créé. C'est le Fonds national d'entretien routier. Ensuite, il y a un établissement public qui est créé pour gérer ce fonds. Donc, on verra comment le fonds est alimenté. Ensuite, il y a une série d'actes réglementaires, des arrêtés ministériels, interministériels qui fixent notamment les taux de perception des redevances FONER, qui définit les mécanismes de protection du patrimoine routier et qui fixe également les taux sur le péage international, toute l'armature juridique dont le FONER a besoin pour pouvoir fonctionner. Ça, c'est le cadre légal. Maintenant, le FONER a deux missions principales. On peut résumer la mission du FONER en deux. Il y a la première mission qui est la collecte de fonds.
La deuxième mission qui est le financement de l'entretien routier et de la protection du patrimoine routier, aussi bien des routes nationales que des routes d'intérêt local, c'est-à-dire les voiries et les routes des dessertes agricoles et les routes provinciales. Ce sont les deux principales missions du FONER. C'est-à-dire que le FONER n'est pas un établissement technique, le FONER est un établissement administratif et financier. J'aime bien la formule qu'utilisent les DG de l'Office de route pour dire le FONER, c'est la banque du ministère des Travaux publics. En fait, le FONER fonctionne comme une banque de la route, si vous voulez, de l'entretien routier. Quelles sont les ressources qui alimentent le fonds? En fait, vous avez en première position les redevances sur les carburants et les produits, plutôt les lubrifiants et les carburants terrestres. Parce que quand ça concerne les avions, le FONER ne perçoit rien. Vous avez les droits de péage sur les routes, à l'exclusion, ça je vais insister sur ça, à l'exclusion des ouvrages dont la construction et l'exploitation sont concédés. Ça signifie quoi? Quand une route est concédée, prenons le cas de routes que vous connaissez, comme Matadi, Kasumbalesa et Likasi, le FONER n'intervient pas dans ces péages et ne perçoit rien. Il faut que ça soit très clair. Le FONER n'intervient pas et ne perçoit rien parce qu'il y a un contrat entre le gouvernement et un prestataire privé qui fait le travail. Il y a une clé de répartition entre le prestataire privé et le gouvernement. Le FONER intervient sur d'autres axes routiers en termes de péage. Mais aujourd'hui, quand on regarde la nomenclature des recettes du FONER, 95% aujourd'hui proviennent de la redevance sur les carburants. Les autres, lubrifiants, péages, c'est à peu près 5% de l'ensemble des fonds collectés par le FONER. Vous avez une troisième redevance, c'est les redevances sur le fonctionnement des stations de pesage. On pourra revenir sur les stations de pesage. Les stations de pesage, ça sert justement pour la protection du patrimoine routier, pour éviter des surcharges sur la route. C'est un secteur qui n'est pas encore développé, mais le FONER est en train de développer une stratégie sur le pesage à travers la RDC. On pourra revenir sur ça dans les détails. Ensuite, vous avez également diverses pénalités sur l'usage abusif de la voie publique. Il y a également la charge à l'essieu, parce qu'il y a une redevance sur la charge à l'essieu. Pour ceux qui ne connaissent pas les essieux, ce sont des dispositifs mécaniques qui réunissent 2 roues dans un véhicule. Cette charge, elle est annuelle, mais on a quelques difficultés pour percevoir chaque année, mais nous captons au moins la première année, parce que la première année, c'est au franchissement du véhicule de frontière. Quand on importe le véhicule, la première année, avec notre partenaire, les douanes, nous captons sur la première année. Mais les autres années, on n'arrive pas à capter. On va discuter et quelles sont les perspectives que le FONER a dans ce domaine. Ensuite, vous avez les allocations budgétaires de l'État qui ne viennent pas, mais c'est prévu dans les textes. Et vous avez aussi dons, legs et emprunts comme dans tous les établissements publics, et puis la contribution des bailleurs de fonds. Ça aussi, ça n'arrive pas, mais nous avons des perspectives pour pouvoir mobiliser également ces appuis-là. Je voudrais juste compléter, M. Kalenlaï, oui. Pour la perception de redevance, nous avons un protocole d'accord avec la DGDA, les douanes qui nous aident à percevoir les redevances à l'entrée du pays, mais ça ne concerne que 2 principales redevances, c'est les carburants, le carburant et les lubrifiants. Et puis, comme je disais tantôt, la charge à l'essieu, mais rien que pour la première année. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle les droits de transit des véhicules à immatriculation étrangère. Par exemple, un véhicule qui quitte la Zambie, qui vient en RDC, paye un droit de transit. Un véhicule qui quitte le Rwanda, qui vient en RDC, il paye un droit de transit. Le FONER perçoit également ça. Et c'est fait également par la DGDA. Voilà en gros les recettes. Mais vous voulez répondre à la question alors que je n'ai pas fini la présentation. Je peux ouvrir là parce que nous sommes sur les financements et je crois que c'est la partie que Israël va aborder avec vous. C'est pourquoi je préfère continuer à nous donner la parole sur le financement qui est dans la présentation. Israël Moutala. Merci. Mais monsieur le DG, vous avez justement collecté à peu près combien par rapport à toutes ces taxes et tous ces impôts que vous avez relevés? C'est quoi le budget du FONER? Sur quel horizon? Sur une année? Sur une année. Sur une année. L'année qui a été passée, l'année 2023, on a collecté 150 millions de dollars. Environ 150 millions de dollars. On a dit ici que nous avons un réseau routier de 153 000 km. Donc l'instrument que l'État a mis en place pour entretenir le réseau routier n'a pas les moyens de sa politique.
Oui, vous avez totalement raison, on ne peut pas les nier. Vous avez 153 ou 156 000 km suivant les chiffres. Le FONER en moyenne, ça varie entre 150 et 200 millions de dollars. Même si vous mettez 1 000 dollars au bas mot, si vous mettez 1 000 dollars, mettons 2500 parce que pour l'entretien de routes de dessert agricole, qui est le niveau le plus bas en termes d'exigence, c'est à peu près 2500 les kilomètres. Multiplié par 150 000, vous arrivez autour de 350-390 millions de dollars. Il y a un gap structurel qui existe, bien sûr. Mais il y a des problèmes aussi au niveau du collège. De toute manière, les législateurs ont prévu tout ça. En principe, s'il y a un gap, c'est le gouvernement qui doit venir à la rescousse, parce qu'il n'était pas aussi non plus prévu que le FONER couvre l'ensemble des besoins de l'entretien du secteur routier. On va revenir sur ça parce que c'est plus important. Aujourd'hui, le FONER collecte. En 2023, on a collecté 150 millions. En 2022, on a collecté 180 millions de dollars. On va expliquer pourquoi ces écarts-là. Ouais. Mais le vrai problème, c'est que ce sont les difficultés auxquelles le FONER est confronté pour la collecte de ces redevances. De quel ordre? Oui, il y a des difficultés d'ordre interne et externe. Aujourd'hui, vous connaissez notre pays. Nous avons beaucoup de problèmes au niveau des frontières. Si vous avez suivi l'actualité, vous allez voir, il y a des chiffres qui circulent aujourd'hui. En Ituri, on parle de 80 millions de dollars que le FONER n'a pas collecté depuis 2016. Ce n'est pas des chiffres faux, c'est des chiffres vrais. Ça veut dire qu'il y a des fonds qui échappent au FONER suite à certaines pratiques au niveau des frontières sur les... Vous voulez parler de la fraude. Ça veut dire qu'il y a du carburant qui entre par des voies frauduleuses et donc vous ne pouvez pas percevoir par rapport. Pas nécessairement par des voies frauduleuses, même par des voies officielles mais qui ne payent pas. Pas les exonérations? Non, pas nécessairement les exonérations. C'est pas ça. Le carburant, par exemple, dans le secteur minier est exonéré pour certaines quantités. Non. Les difficultés du FONER, on ne peut pas situer ça au niveau des exonérations. Les exonérations étaient un problème. Les vraies difficultés aujourd'hui, c'est les hors guichets uniques. Il y a des carburants qui ne sont pas captés par les guichets uniques. Je veux parler du cas qui occupe la presse ce jour aussi, le cas de l'Itouège. Nous avons envoyé, mon collègue de la DGDA et moi, ça aussi je voudrais mettre une précision, parce que la presse a commenté de plusieurs ordres. D'abord, on a attaqué le FONER à avoir détourné 80 millions de dollars. Le détournement ne s'est fait pas au sein du FONER, c'est en dehors du FONER. Ensuite, on est allé indexer mon collègue de la DGDA. On n'accepte pas, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui nous accompagne dans ce travail. Les gens oublient que les missions qui sont parties à l'étour de trouver cette mission ont été commanditées par lui et moi. Nous avons signé un ordre de mission conjoint pour qu'on aille voir ce qui se passe à l'étour, parce que les informations... Oui, mais sur plusieurs années. Depuis 2018. Depuis 2018, 80 millions de dollars. En fait, c'est 79 millions et de poussière, on a rendu à 80 millions de dollars. Et déjà, la DGDA a suspendu certains individus qu'on soupçonnait être dans la mafia, et pour ça je remercie M. Kabessi, mon collègue de la DGDA. Ça c'est une difficulté majeure, parce que je vous dis aujourd'hui, c'est 95% qui viennent de la redevance sur le produit pétrolier. Nous avons cette difficulté-là. Ce n'est pas simplement à Netouri. Il y a une mission parlementaire qui est allée... Mais pour ceux qui nous suivent, pouvez-vous nous dire à tout peu qu'est-ce qui s'est passé à Netouri, de manière claire? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a des cargaisons des véhicules, des carburants qui rentrent en RDC sans payer les droits de douane. Quand on ne paye pas les droits de douane, il y a les FONER là-dedans. Mais seulement, ça impacte plus le FONER que les autres services. Parce que quand vous avez un camion qui rentre en Ituri, Mahaguaro, en gros, c'est 3500 $ pour le FONER. Mais les services de douane existent quand même. Les services de douane existent. Ils entrent par où? À la faute, il y a je n'ai pas besoin de le cacher, il y a des services qui sont aux frontières, il y a les services de sécurité, les polices de frontières qui favorisent... C'est un réseau. C'est un réseau mafieux. Et le gouverneur qu'on a démantelé finalement. On n'a pas encore démantelé au niveau de la DGDA. Il a sanctionné, mais nous sommes dans cette activité, et pour ça je dois remercier les chefs de l'État, qui a
impliqué la PLC. Dans cette activité, c'est en fait une mission conjointe Foner, DGD et la PLC. La mission continue et la PLC va rentrer sur place maintenant pour voir la partie pénale, pénaliser et voir comment et déjà même le nouveau ministre de la Justice a demandé au Foner de préparer un dossier pour le transmettre dans ces... Le Foner perçoit sur les routes, c'est-à-dire les péages, d'autres péages. Mais les routes rentables, vous allez revenir, les routes rentables, comme celle de Kasumbalesa, de Matadi, vous n'y avez pas accès. Sur quelle route vous percevez? Sur les motos, sur les routes où il y a des vélos, sur quelle route vous percevez quelque chose? Une bonne question. Oui. Vous savez, les compétences sont d'attribution. Donc le Foner ne peut pas aller au-delà de ses attributions. Et la loi qui crée le Foner a dit clairement quand une route est concédée, c'est à l'exclusion du Foner. Mais qu'est-ce que vous reste? L'organe qui concède, c'est le gouvernement qui décide sur une donnée de faire un PPP pour permettre la construction de la route et la récupération de l'investisseur privé par un mécanisme de gestion du péage. Je suppose qu'à la fin, de la concession, le Foner reprendra ses droits sur ce péage. En principe, ça devrait fonctionner comme ça. Mais c'est aussi une technique de financement pour la construction des routes. Mais je n'ai pas fini sur le cause. Bien sûr. Mais vous avez retrouvé la loi? Oui, j'ai retrouvé la loi. C'est la loi la loi portant création du Foner. Elle dit ceci, parmi les buts du Foner, c'est justement de favoriser la contribution aux charges publiques de toute personne vivant en République démocratique du Congo. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez une sorte de banque par rapport à la construction et à l'entretien des infrastructures. Donc ça, il appartient à vous de mettre ce mécanisme pour que chaque citoyen qui vit en RDC ait une contribution individuelle pour que vous ayez les moyens de votre politique. Monsieur Moutala, ça c'est le principe. Mais le principe, la loi lui-même a déjà fixé comment cette contribution va se faire. Ça c'est capté notamment par les redevances sur le carburant et les lubrifiants. La loi a défini exactement. Je pense que ça c'est le principe. Mais comment la contribution se fait, la loi était très claire. Donc c'est par exemple, le conducteur du véhicule contribue avec son carburant. Il contribue à payer la charge les transporteurs contribuent à payer la charge à l'échelle. Il contribue quand il franchit le péage. Donc je pense que ça a été traduit comme ça. Mais il y a un deuxième élément qui est important, parce que ça nous pose problème, parce que ça a affecté les ressources de Foner de 30%. Et ça, c'est la volonté du gouvernement lui-même qui a fait qu'aujourd'hui le Foner a perdu 30%. Parce que je parle de redevance sur les carburants terrestres. Il y a un arrêté interministériel signé par les ministres des Transports, les ministres de l'Économie, les ministres des Finances, les ministres de la République fixant la redevance fournie sur le carburant à $100 le mètre cube. Ça veut dire 10 cents sur le litre consommé. En 2022, en milieu 2022, il y a un arrêté qui a été pris par les ministres de l'Économie réduisant la redevance fournie sur la partie ouest du pays à $5 en milieu 2022, passant de $100 à $5. Ouais, ça réduit drastiquement 30%. Pour quelle raison? Parce qu'il fallait gérer les prix à la pompe. Bon, on pensait que ça allait être une mesure provisoire, mais elle est devenue quasiment permanente. Nous sommes en train de faire un plaidoyer là-dessus. Le vice-premier ministre Kamere, quand il est passé à l'économie, nous avons fait un plaidoyer. Il a réagi avec une promesse de nous remettre dans vos droits. Dans vos droits, mais il a réagi de $5, on est passé à $10. Sur la partie ouest. La partie ouest, c'est Kinshasa, c'est Équateur, c'est Bandundu, c'est la Chopo. Donc, mais c'est que cela a comme conséquence. Ça n'affecte pas simplement les recettes du côté de l'Est. Et c'est ça le plus dangereux pour nous. De l'autre côté, à l'ouest, et plutôt à l'est, où vous avez Ituri, vous avez le Katanga, qui sont de grands contributeurs pour le Foner, ils ont senti comme une injustice. Pourquoi l'injustice? Pourquoi dans le même pays, d'un côté on paye à 5 ou $10, nous on doit payer $100? Premier élément. Donc ils perçoivent ça comme une injustice. Deux, vous connaissez tous comment fonctionne la structure des prix. Il y a les pétroliers qui ont des manques à gagner par le fait que les prix est administré. Donc l'État procède par des remboursements des manques à gagner. Mais les remboursements se fait plus ou moins du côté de l'Est, là où on a réduit le prix, plutôt du côté de l'Ouest, là où on a réduit le prix, et du côté Ouest et Est, qui paye des tarifs pleins, et c'est difficilement qui bénéficie de ça. Donc il se trouve dans une situation d'injustice. Il n'y a pas honte à le dire, il commence à développer des mécanismes de contournement pour ne pas payer la redevance foncière.
Ce qui fait que même à l'Est, nous avons les tarifs pleins, nous connaissons de baisse des recettes. Voilà les deux facteurs principaux, mais il y a un troisième facteur, le fournisseur lui-même doit déployer de l'intelligence pour pouvoir recouvrer l'ensemble de ces redevances, notamment la charge à l'échelle. Et là-dessus... Monsieur le DG, nous venons de comprendre sur le plan de financement que la loi vous donne des droits, mais la pratique au quotidien, vous ne recouvrez pas assez de moyens pour pouvoir agir. Pour agir, c'est de financer des projets. Et je voudrais demander à Jean-Marie Kassamba, qui va aborder la question des projets, la gestion des projets, les routes, les fonds, comment les fonds vont de chez vous vers les utilisateurs pour que la route, elle, soit entretenue. Jean-Marie Kassamba, Télé 50. Merci, monsieur le DG, bonjour. Bonjour, monsieur Kassamba. Je vais faire un peu de la philosophie parce que ceux qui nous suivent en ce moment doivent comprendre pourquoi les forêts ont été mises en place. Depuis 2008, il a été constaté les défaillances, beaucoup de défaillances de l'Office des routes, qui devait à la fois construire les routes, les entretenir et surtout assurer la fluidité des communications entre nos provinces. On dit, voilà, il faut des financements pour que ces services soient entretenus. Au niveau des villes, il y avait l'OVD, pour aussi assurer toujours l'entretien des routes. Mais malheureusement, nous sommes un pays où il n'y a pas de routes. Parfois, les chiffres qui a été donné tout à l'heure, c'est un chiffre, on va dire, générique, qui fait de la RDC un pays immense, non connecté. Celui qui était à votre place, un pays a fait la prison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu détournement au FONER. On lui a reproché que... Depuis, il a été... Oui, mais il a fait la prison. Je dis, il a. S'il a été libéré, il a déjà fait la prison. Non, il a été acquitté. Il y a une décision de la Cour suprême de justice la Cour suprême qui a dit la prison. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation pire au moment de la création du FONER. Mais il y a de l'argent au FONER. Cet argent, au lieu de servir pour l'entretien des routes, il sert à financer d'autres projets. Question, et Willy l'a demandé, expliquez-nous comment une banque qui est censée financer l'entretien des routes permet aux dirigeants que vous êtes. Madame, est-ce que vous allez? Est-ce que ma belle salue? Ayo, monguna ya RDC fungola matoyo yokanga lelo. Nyonso ezalaka te traité lobaba mpaka. Etumba etikalise etumba fadese azalaka nde molongi. Fadese oyo mosomona lelo ekipe ya betebetete. C'est une ancienne force africaine biso nyonso toyebi. Fadese nde babola ezopela moto abangaka etumba te azongaka nsima te. Awa bozotumbola Fadese bokeba bino banguna RDC. Esa lokola bozoluka koyeba bosindwa ebale na mosapi. Imaginez la suite. Les routes, mais quid de la durabilité de ces routes s'il n'y a pas après un service de maintenance et d'entretien? D'où l'intérêt de créer le FONER. Mais je pense que les gens avaient un peu trop pas bien circonscrit le problème.
En créant le FONER, ils ont dit, le FONER s'occupe de l'entretien, il ne fait pas de la réhabilitation ni de la construction neuve de route. Oui. Mais aujourd'hui, si nous capitalisons, les bailleurs de fonds interviennent, si nous capitalisons toutes les interventions de bailleurs de fonds, c'est combien de kilomètres par an? Je viens de la cellule infrastructure, j'ai été directeur financier. La cellule infrastructure, c'est l'entité du ministère qui fait l'aménagement progressif de la RN1 partant de Kinshasa vers Katanga. Aujourd'hui, on est à Chikapa, on tend vers Kananga. Mais c'est à peu près 150 km sur 2-3 ans qu'il y a bas de finance. Quand est-ce qu'on va faire toute la route pour arriver à Lumbashi, au Katanga? Donc ça prend du temps l'intervention de bailleurs de fonds. Et au moment où on crée le FONER, sur les 153 000 km de réseau routier dont a parlé M. Kalanga, il n'y a que 5% qui sont en état fonctionnel, qui sont opérationnels. Et 95% ne sont pas opérationnels. On pensait qu'à la suite de l'intervention de bailleurs de fonds, que ça allait avoir un appel d'air pour les autres bailleurs de fonds et pour le gouvernement, mais ça ne s'est pas passé. Cette année, vous avez vu que le président a mis la barre en disant que 12 000 km sur ce mandat ici, parce qu'on ne fait pas assez de routes. Qu'est-ce qui s'est passé? Au point que l'État ne peut pas rester comme ça avec un réseau praticable qu'à 5%. Il y a une pression qui a été exercée sur le FONER pour rentrer au-delà des 5%, qui était plus ou moins en bon état que le FONER devait entretenir. Il y a une pression à s'est exercée sur le FONER parce que c'est quand même l'instrument qui collecte le fonds pour aller vers la réhabilitation. Quand vous dites finance autre chose, non, ça ne finance pas autre chose. Le FONER finance soit l'entretien, je reconnais, soit des travaux de réhabilitation. On est toujours dans le secteur routier. Aujourd'hui, il y a un consensus. Avec, dans le secteur routier, notamment les ministres. Avec le ministre, ce n'est même pas un problème parce que c'était déjà son idée. Il faut que le FONER soit transformé, soit restructuré. On a fait un plaidoyer avec le Parlement qui vient de sortir pour obtenir la restructuration du FONER par la modification des lois. Et je pense qu'on va refaire le même exercice avec les parlements actuels. C'est même inscrit dans le projet, dans le programme du gouvernement, la restructuration du FONER. Il y a 2-3 jours, on en a discuté encore avec la Banque mondiale qui avait des réticences sur ça. Eux-mêmes, ils ont dit, en fait, la réhabilitation peut être une forme d'entretien. C'est simplement un entretien plus poussé, plus lourd. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de tabou pour que la loi FONER soit modifiée, qu'on intègre les travaux de réhabilitation. Bien sûr, le FONER va rester sur le réseau qui est en terre, parce que quand on fait les constructions sur des routes asphaltées, ça sort carrément du domaine de l'entretien. Donc, il est admis aujourd'hui, non seulement que le FONER fera des entretiens, mais il fera également la réhabilitation, notamment sur le réseau interne, puisque nous sommes un réseau interne. J'en arrive, ça c'était juste le... Oui, mais vous allez continuer. La qualité de route que vous financez. J'en arrive, ça c'était juste... Mais ça laisse à désirer. Il n'y a pas de route ici en RDC, que ce soit à Kinshasa, surtout à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, où il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de trottoir. Souvent, vous financez un projet, on commence à faire cette route, on creuse, vous arrêtez le financement, on abandonne les chantiers. Et il y en a en profusion, notamment ici à Kinshasa. Quand on vous rend une route déjà terminée, il y a des malfaçons, notamment ici. Il y a des caniveaux qui ne sont pas aux normes, même les détritus qu'on a enlevés sur la chaussée sont abandonnés sur le trottoir. Alors, posez-moi, je me pose cette question, les Congolais se la posent aussi. Est-ce qu'au FONER, il n'y a pas des ingénieurs, des travaux publics pour regarder la qualité de ce que vous financez? Ensuite, ces gens, ces entreprises qui réalisent ces travaux n'ont pas de cahier des charges. Ou vous-même, vous n'avez pas de services qui vous contrôlent pour savoir avez-vous financé un projet qui soit quand même, comme dans d'autres pays, aux normes. Vous reprenez la première réponse et puis vous allez compléter. En fait, la question ici justifie pourquoi je devais terminer mon intervention sur la présentation du FONER. Il fallait présenter les mécanismes d'intervention du FONER, comment le FONER agit. Le FONER collecte, finance l'entretien. Et le financement se fait comment? Aujourd'hui, la loi FONER est très claire là-dessus. On finance ce qu'on appelle les agences routières. Le FONER finance l'office de route qui gère le réseau de routes nationales, l'OVD qui gère les voiries urbaines et locales,
et l'Office de voies et dessertes agricoles qui gère les routes de dessertes agricoles. Le financement s'est fait comment? La loi répartit les enveloppes. Quand le FONER collecte le fonds, il prélève 5% pour son fonctionnement. Il reste 95% dans la corbeille. Ces 95% sont répartis à concurrence de 60% pour les routes nationales que gère l'Office de route et les 40% restants sont affectés à l'OVD et à l'Office de voies et des desserts agricoles, l'OVDA. Ils répartissent les 40%. Comment ça se fait? Quand la loi de finances est votée, fixe le budget du FONER qui pour cette année, pour titre de formation, est de 210 millions de dollars, le FONER détaille les enveloppes suivant la clé que je vais vous donner et communique à chaque agence, voilà votre enveloppe pour cette année et cette agence prépare le cahier des charges. Prépare le projet, prépare les prévisions en termes de, pour consommer le budget, prépare les projets qui devront être intégrés dans le programme d'entretien routier, parce qu'on a un programme d'entretien routier annuel. Et c'est ce programme qui est préparé en concertation avec les provinces, parce que la loi FONER implique les FONER, qui sont, parce que les besoins sont définis par les provinces qui communiquent à ces différentes agences et qui font également un arbitrage en termes de budget, parce que les besoins peuvent être au-delà des enveloppes communiquées, il faut un arbitrage en termes de budget, ça vient au FONER, qui est discuté au FONER, le conseil d'administration du FONER valide, ensuite le ministre des tutelles valide. C'est quand le ministre des Travaux publics valide que le programme devient exécutoire. Mais il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on gère les urgences, malheureusement. On gère les urgences parce qu'on ne fait pas de l'entretien préventif, on fait carrément de l'entretien curatif. Donc on gère les urgences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gestionnaires de ce réseau-là, au moment où ils envoient les projets au FONER, regardent au fait les urgences, les réparations qu'il faut faire pour rendre certaines routes praticables. Et ce qui arrive le plus souvent, c'est pourquoi on a un problème de perception des actions du FONER. Sur une route de 100 km, ils vont aller traiter simplement le point chaud. Plus souvent, c'est-à-dire sur 100 km, on va dire, il y a un bourbier à cet endroit, c'est 10 km, on va travailler 10 km. Mais quand vous aurez fini, il y a un bourbier qui va apparaître encore plus loin, ça va créer des problèmes. Il faut qu'on rentre dans un régime normal de gestion des réseaux. Il faut définir une véritable stratégie d'entretien routier qui n'existait pas aujourd'hui. On a fait une tentative en 2010 avec un consultant, le bureau Aegis, pour faire une stratégie d'entretien. Ça n'avait pas abouti, les contrats avaient été annulés parce qu'on avait trouvé que l'étude n'était pas satisfaisante. On a pu amener cette idée. Aujourd'hui, le FONER a demandé, dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale qui est gérée par la cellule d'infrastructure, où le FONER est partie prenante, parce que la Banque mondiale nous accompagne dans le domaine de la gouvernance. Nous avons demandé qu'on recrute un consultant qui va venir réfléchir sur la stratégie d'entretien efficace. Nous avons des problèmes de classification de routes. La classification date des années 70. Le pays a évolué. Nous avons même plus 9 provinces, on est passé à 26. Il y a des routes qui doivent changer de statut. Et vous savez que les niveaux de service dépendent de la classification de la route. On ne traite pas une route nationale de la même manière qu'une route provinciale, de la même manière qu'une route de 17 agricoles. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Mais ce n'est pas le métier du FONER, encore une fois. De la même manière qu'une route. Ce n'est pas le métier du FONER. Mais nous avons besoin de ces instruments pour que le FONER finance correctement le réseau routier. C'est pourquoi nous demandons, nous, qu'il y ait une stratégie claire d'intervention du FONER et d'intervention, une stratégie claire dans l'entretien routier, qu'on fixe les exigences à terme des niveaux de service de chaque route. Et c'est quand on fixe les exigences à terme des exigences à terme de confort sur la route qu'on définit les types d'entretien. Qu'on définit les types d'entretien en veillant à ce qu'on fasse le travail d'entretien préventif. Parce qu'il y a deux types d'entretien. Il y a l'entretien préventif et l'entretien curatif. L'entretien préventif, c'est l'entretien qui ressemble à des tâches qu'on fait une ou plusieurs fois sur une année. C'est des tâches élémentaires comme aller déboucher les caniveaux, les ouvrages d'assainissement, les bus, les dallots, nettoyer pour que l'eau circule. Parce que l'eau, c'est l'ennemi de la route, pour qu'on nettoie la terre. Ça, c'est de l'entretien préventif courant. Ça permet de protéger la route. Ensuite, il y a un entretien périodique qui est plus lourd, mais qui doit être fait sur intervalle d'années, parce que c'est un entretien qui ne doit pas être fait chaque année. Aujourd'hui, on constate aussi que le même route revient dans le programme d'entretien routier.
Ce n'est pas normal. Là, je pense qu'on va parler, si vous avez le temps, on va parler des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux de la gestion. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrive à avoir une technologie qui fait de manière à ce qu'un entretien périodique revienne peut-être au bout de 4-5 ans, de manière à ce qu'on ne revienne pas sur le même réseau. Ça peut permettre au fournisseur de tendre dans son réseau. Deuxièmement, nous sommes membres de l'association des fonds routiers africains, donc nous faisons des échanges avec plusieurs pays africains. On voit aussi comment les autres travaillent. Nous avons 156 000 kilomètres en RDC. Il est illusoire de penser que les fournisseurs peuvent intervenir sur les 156 000. Bien sûr que nous avons une stratégie en termes d'accroissement de notre capacité à mobiliser, mais on aura toujours des limites. C'est pourquoi la loi a prévu que le gouvernement participe également à l'entretien des routes. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, que la stratégie définisse de manière claire ce qu'on appelle un réseau dédié. Quel est le réseau fournisseur? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend? Le fournisseur doit intervenir sur les 156 000 km ou le fournisseur doit intervenir sur les 18 000 km qu'on parle du réseau ultra prioritaire? Ce n'est que comme ça que M. Jean-Marie, on peut juger l'action du fournisseur. Si on dit vous avez 18 000 km à prioritaire à entretenir, on peut juger l'action, parce qu'on ne peut pas vouloir juger sur une étendue dont on n'a pas les moyens pour couvrir. Monsieur Léger, dans la question de Jean-Marie, il y a une dimension sur laquelle il a... Sur la qualité. Oui, la qualité. Mais je voudrais prendre un cas précis. Comme ça, autour de ce cas précis, vous allez toucher la réponse à Jean-Marie. Le cas de Tchilégelou. Parce que vous êtes une banque, mais quand on parle de l'échec de Tchilégelou, on cite Foner aussi. Comment est-vous intervenu dans ce cas? Quel a été le montage financier? De manière à ce que l'opinion puisse comprendre à quel niveau se situe la responsabilité de Foner, à quel niveau se situe la responsabilité des autres là. Parce que si moi je suis un banquier et que je dois financer un client, eh bien je me rassure que le client a toutes les données entre ses mains. Qu'est-ce qui s'est passé avec le procès de Tchilégelou? Merci beaucoup pour la question, mais je voudrais revenir à Jean-Marie pour dire qu'il n'y a pas de chantier arrêté sous financement Foner. Ah oui, vous pouvez citer des exemples. Mais le Tchilégelou est arrêté. On va revenir. Mais non, quand vous envoyez des quartiers... Monsieur Jean-Marie, quand vous avez les travaux de chercher à savoir qui finance la route. Qui finance la route? Vous avez dit, non, nous quand on finance, on va jusqu'au bout. Qui finance cette route-là qui est arrêtée? Il faut voir. 20%, 30%. Quand on finance, on va jusqu'au bout. Non. Il n'y a pas de ressources. On va jusqu'au bout. Quand on finance, on va jusqu'au bout. Tchilégelou. Ouais. Je ne suis même pas censé répondre à la question de Tchilégelou. Qu'est-ce qui s'est passé avec Tchilégelou? Il y a un programme qui avait été fait au ministère des Travaux publics, presque en PPP, avec des entreprises qui devaient préfinancer. Et les gouvernements devaient rembourser. Et au niveau des gouvernements, ils se sont convenus, puisque nous n'avons pas dégagé des moyens pour ça, ils ont demandé, ministre des Finances, ministre des Travaux publics, Premier ministre, demandé au fournisseur de prêter au gouvernement de l'argent. Ce sont des avances que nous faisons au gouvernement. Quand j'ai pris fonction en octobre 2022, j'ai voulu visiter les chantiers tous les jours. On m'a gentiment répondu, le fournisseur n'intervient pas, le fournisseur fait des avances au gouvernement. C'est-à-dire quoi? C'est des avances que nous faisons au gouvernement et le gouvernement a pris un engagement de le rembourser. Ce qui n'a pas encore été fait. Hein? Non, ils ont fixé un échéancier, un modalité financier, là c'est au terme de 5 ans qu'ils vont commencer à rembourser les fournisseurs. Nous avons prêté au gouvernement... Donc vous ne financez pas directement? Nous sortons de la trésorerie chez nous. Chaque année, ça nous coûte à peu près 44 millions de dollars, je pense 44-45 millions de dollars. Nous sortons de la trésorerie que nous déposons dans les banques. En fait, nous apportons ce qu'on appelle la garantie de remboursement. Il y a des engagements qui ont été signés entre l'Office de voirie et l'OVD et les entreprises et le ministère des Travaux publics et il est fixé aux fournisseurs chaque mois un montant à déposer pour que les banques puissent payer ces entreprises-là qui ont exécuté les travaux en avance. Donc, on n'a pas de responsabilité opérationnelle dans cette histoire-là de Tchilégelou. Quand on ne suit pas les travaux, nous avons un engagement, le gouvernement nous a demandé, avec engagement de rembourser, nous déposons chaque mois des montants dans les banques. Donc, si Tchilégelou, je ne vais pas entrer dans vos affirmations, mais je sais que Tchilégelou à Kinshasa a fait une série de routes. On a eu des problèmes au Kasaï et les contrats avaient été résiliés par
L'OVD à la demande du ministère de tutelle, ça avait été renouvelé. Aujourd'hui, il y a des contrats qui sont en train de passer avec d'autres entreprises pour reprendre la partie Chile-Gelou. Donc vous avez prêté l'argent au gouvernement? Nous avançons de l'argent au gouvernement et cet argent, ça sait être remboursé. L'argent que vous n'avez pas assez. Bon. Alors, tout ça, ça fait partie du réseau. Nous sommes là, nous devons nous comprendre. Nous sommes dans une même nation. Nous avons besoin que les services que l'État se donne, crée, puissent être efficaces. Et s'il y a des gros d'étranglement, il n'y a personne d'autre que la communication qui peut nous aider à le faire. Alors parce que vous avez agi sur le FONER, parce que vous avez une vision stratégique, parce que l'avenir, c'est ce qui nous intéresse, nous allons aborder cette question stratégique avec notre ami Chungu. Merci beaucoup, M. Eli Kalingai. Monsieur le DG, j'aimerais rebondir un tout petit peu sur la question posée par Jean-Marie Kassamba. Je vais parler de la collaboration entre vous, FONER, et ces différentes entreprises techniques, conseils du gouvernement. On parle ici de l'OVD, l'Office des routes. Alors, la question est simple. Il y a un financement qui s'est fait en amont, mais on ne parle pas de l'après-financement. Est-ce que le FONER suit les travaux qui se font sur le terrain? Est-ce qu'il y a un mécanisme pour contrôler ou faire une contre-vérification de ce que font ces entreprises, puisque déjà une certaine année, on parlait de surfacturation de ces entreprises qui, se permettaient un peu de faire tout et même n'importe quoi. Comment vous vivez cette collaboration, vous, FONER, et ces entreprises? C'est la petite question avant que je pose la première. Ok, nous avons un manuel d'entretien routier qui a été mis en place, qui fixe les obligations ou le rôle de chaque intervenant. Bien sûr qu'il devient obsolète, il faut l'actualiser. Nous sommes en train de recruter un consultant qui va travailler dessus. Comme je vous ai dit tantôt, il y a un programme d'entretien routier qui est fait et les agences définissent le projet à entretenir ou à réhabiliter avec des coûts. Quand le dossier vient au FONER, qui fonctionne comme une banque, on analyse le projet. Maintenant, nous avons quelques problèmes sur les prix parce qu'il y a au ministère une myriade de prix unitaires des travaux qui a été défini. Et c'est sur base de ça que les agences font leurs prix. Bien sûr qu'il y a toujours des problèmes, ils disent que non, les prix sont dépassés. La Mercure n'a pas tenu compte des réalités géographiques de chaque province. Les prix du ciment, ce n'est pas la même chose à la zone centre qu'à Kinshasa. Nous tenons compte de tout ça là. Ils fixent des prix sur base de ces Mercure et des quantités, bien sûr. Prix unitaire fois quantité, vous avez les coûts des travaux et ils envoient au FONER les coûts, les schémas linéaires et les plans. Nous avons une direction technique qui avait un problème de sous-effectifs, mais que nous venons d'étoffer. Aujourd'hui, ils travaillent à plein régime. On passe en revue les études. Si on a un problème, on pose le problème. Si on doit rejeter le coût, je ne me dérange pas, je ne me gêne pas pour les rejeter parce que nous avons des éléments évidents. Il vous arrive de refuser un projet proposé par l'office? Pas de refuser, mais de faire des observations sur le prix pour qu'on trouve un accord sur le bon prix. Ça nous arrive. D'accord. Oui, ça nous arrive de corriger les prix. Ensuite, on finance. Comment on finance aujourd'hui? Parce que les travaux sont exécutés de deux manières. Il y a les entreprises privées qui signent des contrats avec ce régie, pas avec le FONER, ou alors ce sont ces entreprises qui exécutent des travaux en régie. Quand c'est exécuté en régie, les prix viennent de la mercuriale de prix. Quand c'est exécuté en entreprise, les entreprises font des offres avec leurs prix. Quand il s'agit d'une entreprise, c'est simple, il y a une règle, la loi sur la passation des marchés a défini comment on doit payer les travaux. Quand c'est des régies qui n'ont pas la capacité financière nécessaire pour préfinancer les travaux, nous payons 50% comme avance au départ pour qu'ils travaillent. Et nous demandons préfinancer les travaux quand ils ont exécuté 30% des travaux, de pouvoir nous envoyer un état d'avancement qui montre qu'ils ont exécuté 30% des travaux. L'état d'avancement doit être certifié par les bureaux techniques de contrôle qui assurent le contrôle pour les comptes du FONER. Quand ils disent que nous avons exécuté 30%, les bureaux de contrôle valident, nous payons les 50% restants. Pourquoi on fait ça? Parce qu'au moment où ils envoient les rapports sur les 30%, quand ils ont arrêté les travaux à 30%, il y a une partie administrative, il faut préparer les papiers, ils envoient au FONER. Pendant que le FONER analyse, ils ont encore 20%
pour travailler. Ce bureau de contrôle certifie aussi la qualité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ont encore 20% de fonds pour fonctionner afin que les chantiers ne soient pas arrêtés, M. Kassamba. Mais si le contrôleur lui-même est corrompu parce qu'il y a eu des rapports... On va revenir sur ça, M. Moutala. Pendant ce temps, ils ont le 20% pour continuer les travaux. Quand le FONER analyse, on paye le solde restant de 50% de manière à ce qu'il n'y ait pas rupture, que les chantiers ne soient pas bloqués par la cause des FONER. Mais malheureusement, les systèmes en réalité ne fonctionnent pas comme ça. Les agences vont terminer l'ensemble de l'avance qui a été payée sans nécessairement envoyer les rapports au FONER. Quand le FONER reçoit les rapports, ça peut créer un certain délai, mais tout de suite on réagit après pour répondre les travaux. Mais si les schémas que nous avons fixés fonctionnent correctement, il ne doit pas y avoir d'arrêter des chantiers à l'initiative du FONER. Non. Bon, maintenant le contrôle. Nous avons un organe public. C'est un service public, le BTC, qui fait le contrôle. Le BTC a d'énormes problèmes en termes du personnel, en termes de moyens. Les FONER payaient 5% du montant du projet pour contrôle. Aujourd'hui, on est descendu, je pense, à 3%. Ce n'est pas le FONER qui fixe, c'est un arrêté ministériel qui les fixe. Le BTC, qui réduit les moyens du BTC. Qui réduit les moyens, qui réduit le pouvoir de contrôle. Et ça impacte sur la qualité. La qualité. Pas nécessairement. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec le BTC, nous, FONER, pour voir quand le plan actuel sera mis en place. On va discuter vraiment un responsable pour voir qu'est-ce que vous êtes en mesure de contrôler. Parce que pour contrôler aussi, il faut avoir les ressources. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de contrôler? Concentrez les moyens là où vous avez. Parce que le FONER agit sur l'ensemble du pays. Avez-vous les moyens d'aller contrôler sur l'ensemble du pays? Je ne pense pas. Je voulais je peux juste terminer. Concentrez-vous là où vous avez les moyens. Là où il n'y a pas de moyens, on recourt à un contrôle privé. Ça va nous coûter un peu plus cher. C'est un détail important, M. Mouli, attendez-moi. Vous allez avoir la parole. C'est juste un détail complémentaire. Vous allez le dire. Oui. Le sujet est important, mais le temps nous imparti est court. Nous allons essayer d'atterrir progressivement. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut une deuxième, une troisième, une quatrième émission pour épuiser l'ensemble de la problématique. C'est de notre pays qu'il s'agit, c'est de nos routes, c'est nous qui avons des difficultés pour nous déplacer d'une province à une autre. Alors vous complétez rapidement, et ça a tellement été important qu'il y a un qui nous a rejoint. Je pense qu'Oscar est dans le... Il peut montrer, la régie peut faire entrer Oscar Mbal, qui nous rejoindra pour poser sa question. Je vous en prie. Alors, monsieur Dégé, vous entendre parler, j'ai l'impression que vous martelez trop sur de programmes d'entretien routier. J'aimerais qu'on parle d'une politique nationale claire d'entretien routier. La question est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a pu se doter d'une politique claire d'entretien routier? Un détail vite fait. Beaucoup d'observateurs, même certains analystes plutôt disent que le FONER devrait être la résultante de la politique d'entretien routier. Votre réaction? Oui, je pense qu'on en a parlé. J'ai été sincère pour dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une stratégie qu'on peut dire écrite dans l'entretien routier. J'ai dit qu'en 2010, il y avait une tentative avec un consultant, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, nous sommes dans le processus. Vous savez que la politique, c'est le niveau ministériel, c'est le niveau gouvernemental. Ce n'est pas au niveau d'un établissement public. Mais nous avons discuté avec la Banque mondiale qui est prête à nous accompagner pour recruter ce consultant qui va venir travailler, définir une stratégie qu'on va discuter au niveau du ministère. Non, c'est pour les pays. La politique, encore une fois, je dis, le FONER est peut-être un instrument financier pour financer l'entretien, mais il est illusoire de penser que le FONER, à moins qu'on accroisse ses redevances, qui peut financer l'ensemble du réseau routier. Il a toujours besoin, il y a toujours un gap structurel qui est dégagé, qui sera financé par le gouvernement ou par le partenaire extérieur. Donc cette stratégie ne concerne pas le FONER, concerne le FONER, les agences routières qui interviennent dans le secteur, les ministères. C'est la politique du secteur routier. Et le FONER est un maillon du secteur routier de la RDC. Jean-Marie? Oui, je vais juste une petite précision avant qu'on termine l'émission. Ceux qui nous suivent ont bien compris que les prédateurs ont installé un système de cafouillage, ont bien compris, pour mieux exploiter l'argent mis à la disposition du FONER.
Parce que d'un côté, vous financez des projets qui ne sont pas correctement contrôlés par les BTC, qui n'ont pas de moyens du tout, soit les contrôleurs eux-mêmes, tellement qu'ils n'ont pas de moyens, tellement qu'ils ne sont pas dans une disposition d'indépendance pour que la qualité des projets soit acceptable, vous faites des choses de manière à ce que l'argent sorti du FONER finance un projet qui n'est pas bien contrôlé et les gens qui exécutent ces projets n'arrivent pas à vous livrer des ouvrages en état d'utilisation correcte. Et tout ceci sous la complicité de l'État qui vous emprunte l'argent alors que vous êtes au service de l'État. C'est ça les cafouillages. Expliquez-nous questions précises. Expliquez-nous questions précises. Même si le FONER ne peut pas tout régler. Parce que vous dites, on n'est que FONER. Comment expliquer que cette problématique de clarification, financement, contrôle, obligation des ouvrages utilisables à long terme ne fasse pas l'objet de vos conseils au gouvernement? Je vous en prie. Jean-Marie, vous avez affirmé un certain nombre de choses. Je vous laisse la responsabilité de ce que vous affirmez. Je suis comme tous les Congolais. Je peux parler que de ma gestion, que je suis là depuis 18 mois. Ce que nous finançons, nous voyons les résultats sur le terrain. Et il y a quelques jours, j'ai fait une visite dans la ville de Kinshasa. On a fait aussi dans les provinces pour aller voir les interventions du FONER sur les chantiers. Je ne veux pas dire que tout est parfait. Et même les grandes entreprises chinoises, quand vous financez, tout n'est pas parfait. Mais au moins, il y a quelque chose qui se fait. Aujourd'hui, le camp Luka est complètement désenclavé. C'est l'intervention du FONER, c'est le financement du FONER. Il y a des choses qui se font. Les entités puis les services publics sont confrontés à plusieurs difficultés. Vous avez même vu, il y a une interview du chef de l'État où il a parlé de la qualité du contrôle avec le BTC. Il avait promis de recevoir le directeur de BTC parce qu'on ne peut pas non plus demander des services de qualité à un service public qui n'en a pas le moyen. Donc tout ça, c'est l'ensemble de ces choses. Non, je ne pense pas que ça soit fait exprès. Au vu de modicité du moyen dont dispose le pays, on essaie de parer en urgence. Par moment, on peut faire des erreurs de jugement en pensant pas que le contrôle doit être mis à sa place et on n'arrive pas au résultat. Mais je ne pense pas que ça soit fait exprès. Et le BTC, c'est domaine pour pouvoir... Le projet dont je dis Kaluka a été contrôlé par les BTC. Nous recevons Oscar qui trépigne de vous poser des questions. Et qui était dans la seconde équipe, mais il est là, il est monté sur le terrain. Oscar Mbal, directeur des informations de la RTNC, la Radio Nationale de Télévision. Merci Willy, merci Monsieur le Directeur Général du FONER. Moi je voudrais savoir, parce que vous avez égrené tout un nombre de difficultés que vous rencontrez, notamment dans les recouvrements de la redevance. Vous avez beaucoup de sources de financement, mais que vous ne savez pas capter. Je voudrais savoir quelles sont les stratégies mises en place sur les routes que vous contrôlez, n'est-ce pas, où vous avez la mainmise, les stratégies de réhabilitation, d'entretien, même de protection de ces routes à court, à moyen et à long terme. Et la dernière petite question, vous êtes également sur le désenclavement du territoire de Kabea-Kamwanga et sur le tronçon de 25 km. Où en est-on avec les financements de ce projet? Désenclavement. Merci. Je vais commencer par la dernière question. La stratégie de désenclavement de Kabea-Kamwanga que nous avons, il ne faut pas le confondre avec le 25 premiers kilomètres de Mbujima à Kabea-Kamwanga. Ça, c'est la route nationale. Je pense que l'Office de route est en train de passer des contrats avec 2 entreprises pour gérer les 45 premiers kilomètres de Mbujima et avec Kabea-Kamwanga. Et Kabea-Kamwanga à Kananga, il y a un financement de la BAD qui est géré par l'Institut de l'infrastructure. Il y a un appel d'offres qui a été lancé pour mettre l'entreprise. Notre projet de désenclavement de Kabea-Kamwanga consiste à faire quelques voiries dans la cité de Kabea-Kamwanga,
et que voirie dans la cité de Lac Mukamba et faire la jonction entre Kabeakamwanga, le village Mupompa, et de Mupompa à Lac Mukamba. Il y a également la route quittant la RN1, la route de vers Mbujima et Kabeakamwanga, il y a la route de Ndomba. Faire la route de la RN1 jusqu'à Ndomba. C'est ça le projet que nous avons défini, le désenclavement de Kabeakamwanga. Il ne concerne pas la route nationale, où il y a déjà des financements qui existent avec un bailleur de fonds et avec le gouvernement. Et les 47 premiers kilomètres seront financés derrière dans le cadre de fonds chinois qui ont été débloqués. Donc ça, c'est le projet de désenclavement de Kabeakamwanga que nous avons. Et la stratégie alors? Et la stratégie, on l'a suffisamment dit ici, je vais être sincère. Aujourd'hui, la RDC n'a pas une véritable stratégie dans un entretien routier. Il faut la faire. Donc, nous avons pris des dispositions pour recruter un consultant pour le faire. Aujourd'hui, on fait l'urgence, le besoin. On gère le besoin, il y a une route qui bénéficie, qui a besoin des interventions. Les agences soutiennent un programme dans un plan annuel et le FONER finance. On n'a pas de perspective parce qu'en principe, quand on fait un programme, on doit savoir une route qui a été construite, qui a été réceptionnée aujourd'hui. On doit définir son plan d'entretien. Son plan d'entretien, une route à une certaine durée. On va voir quels sont les cycles d'entretien, quels sont les types d'entretien qu'on fera chaque année. On reviendra 5 ans pour faire quel type de travaux. Ça, c'est notamment la stratégie qui va la définir. Et ensuite, je reviens toujours, parce qu'il faut bien faire la part de choses, de compétences entre les différents secteurs. Ce n'est pas de la compétence du FONER. Le FONER doit avoir un plan routier, un plan national, plutôt un programme d'entretien routier, élaboré suivant la stratégie qui a été définie, et nous décaissons le fonds en fonction de ça. Je pense que chaque intervenant dans le secteur a son rôle sous la tutelle du ministère des Travaux publics. Nous allons prendre la dernière question chez Israël. Très, très courte question. Ma question, c'est par rapport aux perspectives. Il faudrait que vous atteigniez au moins un budget minimal de 1 milliard de dollars en mettant fin au coulage de recettes. Et ensuite, est-ce que, ça c'est l'aspect financier, comment vous allez vous y prendre? Est-ce que vous allez rester comme une banque ou comme un fonds de garantie, ou les deux à la fois? Et enfin, les nouvelles technologies et la numérisation, comment est-ce que ça peut intervenir dans l'entretien et la réhabilitation de routes? Oui, merci, très bonne question. Effectivement, quand nous sommes arrivés au FONER, nous avons fait un diagnostic de ce qui a été fait avec l'appui des équipes qui étaient là. Ils ont été sincères, on a fait un très bon diagnostic qui a été présenté au conseil d'administration. Sur le bord de ces diagnostics, on a défini une stratégie de FONER sur les 5 ans à venir avec des plans d'action chaque année. Donc nous avons mis des plans d'action et défini des perspectives. La première chose que nous devons faire, c'est de modifier la loi 008/06 portant création d'un fonds national d'entretien routier. Parce que cette loi a prévu un régime, pour ceux qui connaissent la fiscalité, un régime de poursuite pour les gens qui ne payent pas la redevance FONER. Malheureusement, le régime de poursuite était aligné à l'ICA. Nous savons tous que l'ICA a été aboli et remplacé par la TVA. Maintenant, il se passe comme un vide juridique pour le FONER. Aujourd'hui, nous avons même des grandes entreprises de la place, ce qu'on appelle les majors qui ne payent pas. Nous connaissons, mais nous n'arrivons pas à recouvrer. On peut aller mener des actions à justice, mais vous connaissez toute la durée que prend la procédure judiciaire. Aujourd'hui, ce que le FONER demande, c'est que dans sa loi, on puisse inscrire un régime de poursuite clair. Je vais prendre le cas de la DGI. Parce que même en abolissant l'ICA, on avait réunifié les procédures de recouvrement fiscal au niveau de la loi 004. Mais aujourd'hui, quand vous interrogez la DGI, ils disent que la loi 004 ne concerne que la DGI. Il y a 2 ans ou 3 ans, le FONER avait tenté, un de mes prédécesseurs avait tenté de demander à la DGI de collecter pour lui, de poursuivre pour lui. La DGI avait dit qu'elle n'est pas compétente pour ça. Aujourd'hui, on doit mettre le FONER, qui est un établissement financier, doit lui donner les atouts d'une régie financière pour aller poursuivre. Les créances existent et sont certifiées. La DGDA, qui est notre partenaire, certifie ces créances-là, que ça existe. Comment les recouvrer? Si le FONER aujourd'hui a un pouvoir de coercition similaire à ceux de régie financière, on peut émettre des avis, des AMER, on peut émettre des ATD, et les banques obligent les gens à payer. Ça, c'est une partie pour recouvrer la dette certifiée claire. Maintenant, il y a toute la partie sur la fraude.
il y a aujourd'hui des textes qui ne permettent pas aux FONER d'être présents aux frontières, là où se passe la perception de nos recettes. Bon, peut-être la loi ne sera pas changée, mais il faut que le gouvernement responsabilise assez les services aux frontières. Ça ne concerne pas que les FONER, c'est la fraude générale, c'est le pays qui perd des moyens importants avec la fraude. Et ensuite, il y a d'autres types de redevances que nous collectons pas. Ça, c'est l'effort que le FONER a. Je vous parle de la charge à l'essieu. Je reviens souvent sur ça, parce qu'il y a de l'argent là-dedans. C'est vraiment une niche importante pour le FONER. Nous avons entrepris des contacts avec la FEC. Nous avons sensibilisé. Aujourd'hui, on va commencer une action pour identifier ceux qui disposent des véhicules de plus de 3,5 tonnes. On les connaît, les miniers, les transporteurs. Il faut qu'ils payent la redevance annuelle sur la charge à l'essieu. Nous avons mis avec la DGDA, une fois encore je reviens avec la DGDA, le DGKBC nous a appuyé là-dessus, nous avons mis en place un système, un web service qui permet aux FONER d'être connectés directement dans le système Sidona et d'avoir les informations. Qu'est-ce qui arrive aussi? Le produit pétrolier, vous connaissez la sensibilité. Quand ça arrive, on ne les retient pas aux frontières. Ils poursuivent la route, ils vont dans les entrepôts. Et c'est à partir de parce que le FONER ne perçoit que quand un produit est mis en consommation. C'est-à-dire si vous importez, si M. Moutel vous importez du carburant, vous dites que je vais vendre mon carburant dans 3 ans, le FONER ne perçoit rien. Oui, c'est à la consommation que le FONER perçoit. C'est ça là, le principe de la loi. C'est quand c'est mis à la consommation que le FONER perçoit. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les entrepôts. Il y a un produit qui rentre qui théoriquement ne sort pas. Les entrepôts ont des quantités supérieures à leur capacité de stockage. Là-dessus, le FONER fait aussi énormément d'argent. Aujourd'hui, avec l'outil que nous avons mis avec l'appui de la DGDA, nous pouvons traquer les importateurs qui, par des pratiques frauduleuses, essaient de dire que mon produit est encore en entrepôt alors que le produit était déjà sorti. Et je vous dis, c'est beaucoup d'argent pour le FONER. Et si, à côté de ça, on rétablit le FONER dans son régime de poursuite, tout ça, c'est de l'argent que nous allons collecter. Mais il y a aussi, nous devons aussi réfléchir à des financements un peu plus intelligents aussi. Aujourd'hui, le FONER a une capacité théorique de 200 millions de dollars. Je suis convaincu, moi je suis convaincu, qu'on y arrivera autour, dans pas longtemps, on arrivera autour de 500 millions de dollars en termes de collège. Je suis convaincu. Mais ça aussi, c'est de l'argent qu'on peut mentir auprès d'une banque. Qu'on peut mentir auprès d'une banque pour lever des fonds plus importants pour faire le travail. Pour ça, le FONER doit être crédible. Donc, une bonne partie de notre action sur les 18 mois que nous avons passés, c'est de rendre le FONER crédible. On a mis en place des dispositifs de gestion et tout ce dont je viens de parler, des plans d'action pour que le FONER devienne crédible. Aujourd'hui, nous avons nos comptes sont audités, le commissaire aux comptes rend des comptes et certifie nos comptes et nous sommes en train d'aller vers un processus de certification ISO. Il faut qu'aujourd'hui le FONER soit en mesure d'aller sur le marché international. Nous avons le fonds routier ivoirien qui le fait. Le FONER aille sur le marché international pour lever des fonds de manière à ce qu'on puisse financer voilà les perspectives que nous avons. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je ne vous ai pas présenté au début pour savoir qui vous étiez, mais je vous l'ai dit. Vous êtes ingénieur civil de formation. Vous avez un master en administration des affaires et business. Vous combinez donc la technique et la gestion. Nous avons senti ça tout au long de cette émission. Nous vous remercions parce que vous avez donné des informations claires et précises. Mais je voudrais aussi vous confirmer que nous allons être les témoins observateurs de ce qui va se passer parce qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit des routes. Les routes, c'est comme les sangs qui circulent dans le corps. S'il y a des caillots, eh bien, c'est la mort certaine. Merci donc du travail que vous faites, mais surtout de la disposition que vous avez de moderniser le FONER. Merci aussi aux amis qui étaient là, à Oscar Mbal de la RTNC, à notre ami Chungu de EDUC et des Omeco, à l'inusable Jean-Marie Kassamba de Télé 50, et aux talentueux